Dites bonjour à la nouvelle star. En vrai, ça faisait un moment que je cherchais à combler ce vide. Salut à tous les amis, c'est Values et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je pensais me faire châtier la semaine dernière parce que je n'ai fait qu'une seule histoire dans la vidéo, mais vous avez été super compréhensifs, donc merci beaucoup. Et donc pour compenser, retour aux sources, 2 histoires dans ce thread d'horreur. Je le précise toujours parce que ça fait pas de mal, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous plaît pour pas rater les prochaines. Pour les plus aventureux d'entre vous, vous pouvez même laisser un petit commentaire sous la vidéo, histoire de donner votre avis ou tout simplement passer un coucou. C'est une scène parce que j'ai toujours envie de parler pendant 6 heures avant de commencer la vidéo, mais ça se trouve ça vous brise les burnes d'avoir une intro aussi longue. D'ailleurs ça me fait penser, dites-moi si vous étiez déjà là lorsque je faisais des petites intros scénarisées, et dites-moi si ça vous manque pour savoir si je devrais me remettre à l'écriture pour essayer d'avoir quelques idées pour les prochaines vidéos. Allez, je vous embête pas plus, on est parti. Chloé a 23 ans et c'est une férue de nature et de camping sauvage. Elle précise pas son pays, mais au vu de l'histoire, moi j'imagine que ça se passe au Canada, vous avez qu'à me donner votre avis dans les commentaires. Ça lui est donc arrivé il y a plusieurs années, en plein hiver. À cette période de sa vie, Chloé, elle est à l'université, mais c'est un régime de vie qui lui plaît vraiment pas, elle se sent très cloîtrée dans son appartement, et elle se fait pas forcément à la vie communautaire. Elle décide donc d'entreprendre ce que beaucoup de ses amis et de ses camarades considèrent comme de la folie, mais elle décide de se faire un week-end rallongé, en pleine nature, toute seule, pour se retrouver. Pour le commun des mortels, ça ressemble à une histoire de personnes disparues, mais elle précise bien que pour les personnes expérimentées et qui s'y connaissent, ça ne représente vraiment aucun danger. En tout cas, c'est ce qu'elle pensait. Chloé, elle part donc directement vendredi après les cours avec sa voiture pour plusieurs heures de route. Elle a roulé jusqu'à trouver un endroit en pleine forêt sécurisé pour y laisser sa voiture et pouvoir continuer à pied. Elle s'est tout simplement garée, armée d'une boussole et d'une carte, et a décidé de marcher vers un étang pour essayer de faire de la pêche sur glace. Elle s'est donc installée à 6 km de sa voiture, ce qui représente quand même une sacrée trotte à pied. Elle y a installé sa tente et de quoi se faire un feu de camp. Pour le moment, c'est la belle vie pour Chloé, il se passe absolument rien, elle passe les meilleurs jours de sa vie entre la pêche et les provisions qu'elle a pris de côté au cas où elle n'arrivait pas à pêcher, et c'était le calme absolu, elle ne pouvait pas rêver mieux. C'est donc le 3e jour que Chloé passe en pleine nature, et c'est l'heure pour elle d'aller à la pêche. Elle est très surprise parce qu'elle avait jamais réussi à pêcher aussi vite son poisson, donc elle est très contente, et elle décide même de s'en occuper, donc près de là où elle l'a pêché. Elle se rend à l'évidence, ses compétences de poissonnerie sont proches du niveau 0, et elle dit qu'elle s'est même coupée à la main pendant la préparation, ce qui l'a vraiment agacée. Cet agacement lui a fait remarquer un petit détail assez dérangeant. Vous savez, c'est ce genre de petite impression qu'on a quand on est déjà énervé, que tout ce qui nous entoure nous énerve encore plus. Chloé n'avait pas encore réalisé, mais elle avait comme un bourdonnement dans les oreilles. Elle n'arrivait pas à distinguer directement le bruit, mais elle entendait quelque chose qui la gênait, comme un sifflement. Elle finit par se couper une 2e fois à la main, et cette fois-ci c'en est trop, par réflexe elle vient crier « Allez vous faire foutre !» Fermez-la, le calme plat est apparu. À ce moment-là, le cœur de Chloé s'est arrêté. Elle réalise qu'en pleine nature, ce que son cerveau a trouvé de plus cohérent était de parler à quelqu'un alors qu'il n'était censé y avoir personne. Il n'y avait plus le moindre bruit. Même les oiseaux qui l'aidaient à ne pas se sentir seul se sont tus. Chloé pense à la chose la plus raisonnable, ce serait qu'il y ait un chasseur dans le coin, mais elle se dit pourquoi est-ce qu'un homme serait aussi profondément dans la forêt et puis près d'un lac pour chasser, et pourquoi est-ce que si Chloé lui a gueulé dessus, il ne lui a pas répondu? Ça faisait maintenant plusieurs minutes que Chloé était pétrifiée, ne bougeait plus, et elle décide que c'en est trop, il faut qu'elle bouge de là. Elle commence à remettre en question ce qu'elle a entendu, était-ce peut-être les oiseaux et qui ont pris peur quand elle a crié? Encore est-il qu'elle a abandonné son poisson, bien déterminée à rentrer à son camp pour se mettre à l'abri en sécurité. Il y avait donc énormément de neige, c'était donc très difficile de se mouvoir rapidement, et c'est à environ 500 mètres de son camp qu'elle commence à discerner une sorte de grosse masse dans la neige. Chloé était comme attirée vers cette masse, elle voulait découvrir ce que c'était. Elle s'en est approchée très doucement car elle était encore apeurée de ce qui venait de lui arriver. C'était un élan, mais il n'était pas beau à voir. Il était en charpie d'après Chloé. Mais pas en charpie comme si une meute de loups s'y était attaquée. Les incisions étaient nettes et précises, comme faites avec un couteau. C'était forcément l'œuvre d'une lame et pas d'un animal. Prise de terreur, elle commence donc à courir à l'opposé de là où son camp se trouvait, mais en sachant très bien qu'elle se dirigeait vers sa voiture. Chloé courait de toutes ses forces, à tel point qu'elle ne sait même pas combien de temps lui a fallu pour rejoindre sa voiture, mais une fois qu'elle y était arrivée, elle était exténuée. Tant pis pour son campement et toutes ses affaires qui s'y trouvaient, elle décide d'aller au premier village qu'elle trouvera et de louer un motel, histoire de faire le point. Elle a donc atteint un motel et y a passé la pire nuit de sa vie. Le matin, elle était encore exténuée car elle n'avait pas pu trouver le sommeil. Elle décida donc d'aller trouver un garde forestier pour lui dire tout ce qu'elle avait vu, mais aussi ce qu'elle avait entendu. Chloé dit très clairement qu'il était
extrêmement énervé par le fait qu'elle dise qu'elle a vu du braconnage, enfin ce qu'il a interprété comme étant du braconnage, mais n'arrivait pas à prendre au sérieux les bruits qu'elle croyait avoir imaginés et se disait que c'était les délires d'une petite citadine qui n'avait pas l'habitude de passer une nuit en forêt. Le garde forestier lui a donc proposé de l'emmener jusqu'au lieu du braconnage et qu'en même temps il en profiterait pour l'aider à récupérer ses affaires. Chloé l'a donc emmené au lieu exact où elle avait vu l'élan étalé au sol. Une fois qu'ils y sont arrivés, ils sont restés bouche bée car il n'y avait pas la trace de l'élan. Mais à la place, une longue traînée ensanglantée. Chloé a suggéré que ce soit peut-être un ours qui avait flairé la charogne et qui soit venu le chercher. Le garde forestier a immédiatement réfuté cette possibilité car la traînée était lisse et plate, comme si l'élan avait été posé sur une bâche. Il a donc plutôt demandé à Chloé où était situé son campement, mais Chloé a été tétanisée lorsqu'elle a réalisé que la direction vers laquelle étaient dirigées les traînées de sang était celle de son campement. Elle a regardé le garde forestier et c'est la première fois qu'elle a eu l'impression qu'il partageait son malaise. Il était tellement apeuré qu'il lui a dit qu'il fallait qu'ils s'en aillent tous les deux maintenant et qu'il lui donnerait des nouvelles de son campement car il y retournerait avec une équipe. Chloé n'a pas hésité une seule seconde et ils sont rentrés. Il s'est passé tout de même quelques jours avant que Chloé reçoive finalement l'appel du garde forestier. Le garde forestier ne disait pas un mot et ça a un petit peu inquiété Chloé, donc elle lui a demandé ce qu'il en était de ses affaires. Le garde forestier lui a répondu qu'elle ne voudrait sûrement pas les récupérer car elles étaient recouvertes d'entrailles d'élan et la tête étant été retrouvée tranchée dans la tente. Tente qui avait également été lacérée par des coups de couteau. C'était également une évidence pour les gardes forestiers, ce n'était pas l'œuvre d'une bête. Chloé a donc demandé qu'est-ce qu'il allait se passer maintenant, et le garde forestier lui a simplement répondu qu'ils allaient garder un œil sur cet homme. Il a fini son appel par lui dire qu'il était vraiment désolé pour elle, mais qu'il ne pouvait rien faire pour elle dans cette situation. Et c'est comme ça que se termine l'histoire de Chloé, car elle n'a pas eu plus d'explications depuis toutes ces années. Elle dit que ça fait plusieurs années qu'elle est tracassée par cette histoire et qu'elle imagine plusieurs scénarios différents, mais qu'il n'y en a aucun qui est rassurant. Est-ce qu'au final c'était un chasseur un petit peu bizarre qui a pris peur quand il a vu Chloé et ça explique pas la partie du campement? Ou est-ce que c'était carrément un psychopathe qui prévoyait de faire un meurtre et quand il a vu que Chloé n'a pas rejoint son campement, il a complètement vrillé et s'est vengé sur ce qu'il a trouvé? La seule chose dont Chloé est sûre à présent, c'est qu'elle ne passera plus jamais une nuit dans les bois et c'est bien triste pour elle. On passe tout de suite sur la deuxième histoire, qui cette fois est racontée par June. C'est une jeune femme de 30 ans qui vit dans l'Ohio. Elle dit que sa maison est un petit peu perdue, qu'elle est à plusieurs kilomètres de la première ville, et qu'elle est entre des champs sur une longue route de campagne. Il peut donc s'en passer des choses chez elle, elle précise même au début de son message que s'il devait y avoir un problème, et qu'elle appelait la police, ce serait un shérif qui serait envoyé chez elle et non pas la police de la ville. Elle précise tout de même qu'elle vit avec son mari, et son chien qui est un boxer plutôt costaud. Ce soir-là, c'était un samedi soir un peu spécial, car le mari de June était de service et en plus de nuit. Pour pas passer la soirée toute seule, elle a décidé d'aller manger chez ses parents en ville, et du coup de passer une soirée en bonne compagnie. Aux alentours de minuit, elle commençait à fatiguer et elle avait de la route à faire, alors elle prend sa voiture et fait le chemin inverse. Elle s'arrête près de chez elle sur une station-service qu'elle connaît bien, qui est ouverte 24 heures sur 24 pour mettre de l'essence et prendre du bœuf séché pour son chien. Juste après avoir payé, au moment de sortir, June, elle a senti comme une sorte de malaise l'envahir. Vous savez, cette impression qu'on a quand on est observé. Au moment même où elle sort, elle fait donc attention à droite, à gauche, aux alentours, et elle discerne une jeune femme la regardant, mais elle n'était pas du tout effrayante, même plutôt mignonne. June, elle comprend pas vraiment pourquoi cette jeune femme elle la fixe comme ça, donc elle se dépêche d'aller vers sa voiture, mais elle était quand même assez stressée car elle vérifie carrément sur la banquette arrière s'il y avait pas quelqu'un qui s'y cachait. Mais bon, heureusement pour elle, personne dans sa voiture, elle reprend donc la route jusqu'à chez elle pour retrouver son chien. June s'installe devant la télé avec une tablette de chocolat et donne le bœuf séché à son chien. Elle était en plein Netflix quand soudain, le chien a commencé à aboyer et à courir vers la véranda qui se trouve dans la cuisine. June n'a pas laissé trop de temps passer car elle explique que la dernière fois que son chien a vu un coyote dans le jardin par la cuisine, elle est carrément passée par la fenêtre. Donc June, elle a peur que ça se reproduise, elle se lève, elle court vers la cuisine, mais elle s'arrête net quand elle tombe nez à nez avec la jeune femme de la station-service. À ce moment, June se demande si elle a bien verrouillé la porte et jette un coup d'œil à la clenche. Malheureusement, la femme en blanc détecte dans sa façon d'agir que la porte est peut-être déverrouillée et se jette sur la clenche sans avoir peur du chien. Heureusement pour June, la porte était fermée, mais ce n'était que le début de la soirée. En effet, June maintenant elle se sent en sécurité, mais il faut qu'elle appelle la police car elle sait pas pour combien de temps. Elle se remémore donc où elle a laissé son téléphone portable et pas de chance, elle avait quand même les mains prises
quand elle est sortie de sa voiture tout à l'heure, donc elle a laissé son portable dans la voiture. Heureusement pour elle, elle a un garage qui est fermé, mais il faut tout de même qu'elle perde du temps pour aller s'y rendre et que son garage est très lugubre, ça ne la rassure pas. Une fois dans le garage, June aperçoit par les fenêtres de son garage 2 silhouettes se diriger vers l'avant de la maison. Pendant qu'elle était en train d'appeler la police, June entendait les personnes marteler sa porte d'entrée et essayer de frapper aux fenêtres. Le shérif a précisé à June qu'il serait là dans quelques minutes et qu'il fallait tenir bon. En regardant par la fenêtre, elle a vu distinctement la jeune femme en blanc à côté d'un homme. Ils fixaient fermement la maison en sa direction. Puis, sont partis comme si de rien n'était. Et c'est seulement 10 minutes après que tout ça se soit produit que le shérif est arrivé chez June. Elle leur a expliqué tout ce qui s'était passé, que la jeune femme, elle l'avait croisée précédemment à sa station-service, et donc la police a fait son enquête et a été voir les caméras de surveillance. Le lendemain, le shérif est venu lui faire un rapport et lui a dit que l'angle de caméra ne permettait malheureusement pas de détecter qui était la jeune femme qu'ils ont retrouvée. Et malgré la ronde qu'ils ont fait la veille au soir dans le quartier de June, ils n'ont trouvé aucune trace du couple de peut-être tueur. Il a émis l'hypothèse que la jeune femme devait faire du repérage de personnes peut-être semblant isolées et que l'homme attendait dans une voiture un peu plus loin pour les prendre en traque. Il pense que si June n'avait pas eu son chien à la maison, ça se serait peut-être plus mal passé. Et après ça, plus rien, plus aucune trace de ces personnes, ni aucune nouvelle au niveau de la police. Les amis, je pense que ces 2 histoires vous auront plu, en tout cas je l'espère, mais on pourra pas dire qu'elles seront à la faveur de la police et des enquêteurs qui ont été sur ces affaires. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos théories sur la première histoire. Est-ce que c'était un tueur fou qui a voulu prendre en chasse notre amie Chloé? Et quelles étaient les intentions des 2 personnes dans la deuxième histoire? Peut-être juste de l'effrayer? Ou est-ce que vous pensez que c'était pire que ça? En tout cas, j'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires et je vous invite à mettre un pouce bleu et vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, maintenant, vous le savez les amis, vous pouvez venir me rejoindre sur les réseaux sociaux où je vous partage mes petites aventures du quotidien. En espérant encore une fois que la vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Stay values, ciao! Ça s'est donc passé. Ah, c'est insane. Ah, j'arrive pas à parler. Vous pouvez toujours me rejoindre. Putain, j'arrive pas à articuler, hein.